Ce soir, on va traiter d'un sujet important. Celui de la première invitée, c'était monsieur Joël de Ronet, qui était sur un sujet aussi important, parce que c'était l'intelligence artificielle. Ce soir, on va changer de sujet. C'est, vous le savez, la révolution industrielle que nous avons connue, ou nos ancêtres ont connue. Là, c'est une révolution que nous connaissons, qui est sur le digital. Les changements vont être majeurs, on le sait, on s'en rend compte, on le touche. Je crois qu'on n'a pas encore tout vu, qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et il est important que l'on perçoivent un peu ces changements, ne serait-ce que pour la relation au travail, pour nos collaborateurs des caisses d'épargne, pour aussi nos clients, pour la relation entre clients et caisses d'épargne. C'est beaucoup de sujets qui nous interrogent. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir Yves Tirole. Merci Yves d'être venu ce soir pour nous parler du digital. Donc Yves est directeur général en charge du digital du groupe BPCE et qui est membre du comité de direction du groupe BPCE et qui pilote avec François Pérol toutes ces transformations que nous allons vivre. Donc, il y a une grande question, se dire il faut effectivement accepter ces changements, il faut les prendre en marche parce qu'autrement on est écarté, mais il faut aussi voir, parce que nous avons nos valeurs coopératives, voir le rapport par rapport à ce changement, le rapport qu'on va avoir avec l'humain, parce qu'on sent bien qu'il y aura des changements. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a besoin d'échanger ensemble, et merci Yves encore une fois de ta venue parmi nous. Monsieur le Président, merci. Cher Jean, merci. On va passer quelques minutes ensemble. Alors, on n'est pas que les personnes dans la salle, puisqu'on est aussi sur Periscope. Donc, ça veut dire qu'on va être vu par de manière plus large. Et c'est une bonne entrée en matière pour vous parler de digital. Déjà, le premier point, c'est que je crois que déjà, il faut bien avoir en tête que nous évoluons dans un monde digital. On n'est pas digital. On est comme on est. Mais après, on est baigné dans ce monde qui devient de plus en plus digital. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est peut-être vous parler de ça en 3 temps. Le premier, ça serait regarder tout ce qui se passe dans l'environnement. Ce qui s'est passé vraiment il y a quelques temps et ce qui va se passer demain, faire un petit peu de prospective. Et puis ensuite faire un zoom plus précis sur ce qui se passe au sein du groupe BPCE, en particulier pour les caisses d'épargne. Et puis je voudrais finir par un sujet moi, qui me semble extrêmement important, qui est comment nous devons travailler d'une manière plus efficace avec tout l'écosystème digital qui se crée autour de nous. Je crois que c'est un point fondamental, à la fois quelque chose de très important pour les caisses d'épargne et les banques populaires, mais c'est très important aussi pour toutes les startups qui nous environnent. On va commencer peut-être par vraiment tout ce qui concerne notre environnement. Alors moi, il se trouve que avant de rejoindre le groupe BPCE, j'ai eu la chance, parce que je suis moi-même, j'ai fait que du digital dans ma vie. Je suis ingénieur des télécoms, j'ai commencé, à l'époque c'était chez France Télécom, je suis devenu Orange pendant de très longues années, j'ai créé une start-up dans les années 2000. Ensuite, je suis devenu directeur général de voyagesncf.com. Et puis après, j'ai essayé de participer à la transformation digitale de la SNCF, un peu globalement, sur son aspect plus industriel. Et ayant vu beaucoup de secteurs d'activité différents depuis ces 30 dernières années, il y a des choses que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que globalement, si on regarde dans le rétroviseur, on peut dire que ce que nous appelions peut-être avant numérique ou technologie de l'information, que maintenant on appelle digital, et je vous ferai moi un petit clin d'œil pour la raison pour laquelle je pense c'est important de l'appeler digital, eh bien, moi je dirais que ça a vraiment le vrai point d'inflexion, là où les choses ont vraiment changé, c'est, je crois, 2008. Avant 2008, la technologie, elle était plutôt réservée aux entreprises. Elle était plutôt réservée, c'était plutôt sur le mode, on utilisait des ordinateurs, c'était plutôt les salariés qui utilisaient des ordinateurs. Il y a eu le haut débit qui a commencé à arriver, mais ce qui a tout changé, c'est 2008. Et pourquoi je vous dis que ça tout a changé en 2008 ? Parce que 2008, c'est l'arrivée de l'iPhone. Et l'arrivée de l'iPhone change absolument tout. Pourquoi il change tout ? Parce que quelque chose qui était finalement réservé à quelques-uns, à partir du moment où l'iPhone arrive, puis ensuite les smartphones sur Android, qui ont fait baisser les prix, eh bien,
il se trouve que l'Internet devient accessible à tout le monde. Mais non seulement il devient accessible à tout le monde, mais il devient accessible de partout. Et ça change tout. Ça change tout dans nos pays, mais ça change tout aussi dans les pays émergents. En Afrique, ils n'ont pas du tout fait la partie, ils ne sont pas passés par l'ordinateur. Ils ont directement été sur les smartphones et les téléphones mobiles. En Chine, c'est pareil. Hein, c'est pour ça que, par exemple, en Chine, les paiements se font très rarement par carte bancaire, ils se font directement sur mobile. Ils sont passés directement au cran d'après. Un peu pareil en Afrique, j'y ai participé parce que dans mes équipes, nous avions lancé Orange Money, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que une date importante pour moi, c'est 2008. Après, il y a un deuxième sujet que je voulais partager avec vous, c'est la manière dont la transformation digitale s'opère par grands secteurs d'activité. Moi, je crois que, globalement, tous les secteurs d'activité vont devoir soit subir, soit au contraire utiliser à leur profit cette transformation ou cette révolution technologique et digitale. Les premiers à avoir vraiment, je dirais, encaissé le choc, ça a été les médias. Et peut-être la presse. Parce que, évidemment, dès les années 2008, l'ensemble de la presse a quand même vu son modèle économique changer profondément. Et puis ensuite, les médias ont vu leur modèle économique changer profondément. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le premier média français, en prime time, c'est plus TF1, c'est YouTube. Donc ça, c'est des choses à... Et ça a commencé à se faire, c'est la première étape. En même temps, il y a une autre étape que moi j'avais vécue quand j'étais chez Orange et que j'étais en charge de tous les produits. C'est des changements aussi de modèle économique qui font que la valeur, elle change complètement. Rappelez-vous, avant 2008, on payait la communication téléphonique à la minute. Et assez brutalement, grâce aux nouvelles technologies, c'est devenu illimité. Et ça, évidemment, vous imaginez les changements de modèle économique pour les opérateurs. C'est absolument significatif. Après, il y a eu, pour moi, dans les années 2000, vraiment 2010, 2015, il y a eu un autre secteur d'activité qui a encaissé d'une manière extrêmement violente cette transformation digitale. Ça a été vraiment le tourisme et les transports. Il se trouve que j'étais à cette époque le patron de voyagesncf.com, c'est-à-dire le premier site de e-commerce et un acteur de référence de la vente à la fois d'hôtels, etc. Ce qui s'est passé pendant cette période pour le tourisme est très intéressant. Parce que en quelques années, eh bien, l'ensemble de la distribution à la fois des nuitées d'hôtels, des billets d'avion, des billets de train, est passé d'une logique de vente soit dans des guichets, soit dans des agences de voyage, à une vente en ligne. Et pourquoi ça a été si vite ? Ça a été si vite, aujourd'hui les chiffres qu'on a de vente en ligne d'hôtels dépassent les 50% du nombre de ventes, allègrement, suivant les pays. Dans certains pays, c'est même 70%, 80% des ventes qui sont faites online. Et pourquoi ça s'est fait si vite ? Ça s'est fait très vite parce qu'il n'y avait pas de frein à l'adoption. Il n'y avait pas de frein à l'adoption parce que vous pouvez acheter, payer, enfin, vous pouvez choisir du reste l'hôtel qui vous va le mieux. Et ensuite, vous pouvez, quand vous avez payé, vous recevez automatiquement par mail ou directement dans votre appli le certificat qui fait que vous pouvez y aller. Il n'y a pas de physique là. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de frein et que ça a été très vite. L'autre rupture que moi j'avais vécue dans les transports, on l'a vécu avec l'économie du partage. C'est un sujet que personne n'a vu venir. Alors, dans le tourisme aussi. Personne n'avait vu venir Airbnb, personne n'avait vu venir Uber, personne n'avait vu venir Blablacar, soyons clairs. C'était pas évident comme modèle. Le modèle du partage et de monétiser le partage, c'est pas évident. Les plateformes digitales le permettent. Et ça a changé plein de choses. Pour le meilleur, parfois, pour le pire aussi, parfois. Et ça, cette révolution, elle s'est faite... elle continue à se faire, mais elle est déjà très je crois qu'elle est quand même très... Aujourd'hui, le compétiteur d'Accor, c'est plus Airbnb que Booking. Accor est coincé entre un Booking.com qui prend des commissions importantes et un Airbnb qui offre des nuitées d'hôtel différentes. Voilà. Je fais ce détour-là pour que vous compreniez, parce que je vais évidemment parler de la banque et de l'assurance, mais
tout ça se ressemble. Et tout ça se ressemble, et je pense que maintenant on arrive dans une troisième étape. Hein. Première étape, c'est vraiment les médias. Deuxième étape, c'est vraiment le tourisme et le transport. La voiture autonome fait partie de cette grosse transformation. Hein. Et puis là, maintenant, je pense qu'on arrive à une autre étape. Quelle étape du digital qui va transformer les processus profonds administratifs. Les différents États, du reste, ont besoin de baisser leurs coûts. Hein. Ça, on le sait tous. Et c'est vrai que la transformation digitale est une solution. C'est une piste de solution qu'on peut regarder. Parce que globalement, si on refond les processus, on peut trouver des économies très significatives. Alors moi, je voudrais quand même vous donner quelques exemples que j'ai vécus. Quand j'étais en charge de la transformation digitale du groupe SNCF, j'avais beaucoup travaillé avec les métiers, j'avais beaucoup travaillé avec en particulier les gens qui faisaient la maintenance des locomotives ou la maintenance des voies de chemin de fer. Et assez vite, on s'était aperçu que si on voulait être plus performant, c'est-à-dire être capable d'augmenter la qualité de service et puis de baisser les coûts, les méthodes classiques industrielles, elles étaient très peu efficaces. C'est-à-dire qu'on pouvait baisser de 1-2% par an, mais avec des tensions sociales très importantes. Et quand on regardait l'apport des technologies, on voyait qu'il y avait des solutions intéressantes. Alors je vais vous donner des exemples très concrets. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui sont par exemple l'Internet des objets. L'Internet des objets, tout le monde en parle, mais c'est quoi? C'est extrêmement simple. Hein. Ce sont des capteurs à très bas coût, qui sont relativement autonomes en énergie, et qui sont des capteurs qui sont communicants. Et comme ils sont communicants, ils peuvent envoyer, ils peuvent parler. Ils peuvent parler et comme ils sont à très basse consommation d'énergie, on n'a pas de problème de batterie. Donc ils peuvent être autonomes pendant plusieurs années. Et on avait regardé quels étaient les cas d'usage qui pouvaient être intéressants. Et on avait vu qu'une chose fondamentale, c'était que quand on fait de la maintenance, grâce à ces capteurs, on pouvait changer complètement les règles. La maintenance, c'est quoi? C'est réparer des choses. Soit on les répare quand elles sont cassées, soit on les répare statistiquement parce qu'on pense qu'elles vont casser, soit on fait ce qu'on appelle du prédictif. Et le digital permet de faire du prédictif. Les capteurs qui parlent vous permettent par exemple de dire tel moteur de porte de train commence à fatiguer parce qu'on a mis un capteur d'accéléromètre qui va vous dire « Oh là là, ça ferme moins vite ». Ça, c'est pas un détail du tout. Parce que ça veut dire que globalement, je ne sais pas si vous le savez, et j'arrêterai de parler de transport, mais c'est ça parce que c'est un exemple qui me semble important. C'est que c'est une des causes de retard les plus importantes, les portes qui cassent. Parce qu'un train dont les portes sont ouvertes ne démarre pas. Voilà. Et ça, en faisant parler les capteurs, ces capteurs génèrent de la data, on la traite, et en la traitant, on trouve les moyens d'améliorer la qualité de service et d'améliorer la qualité. Vous croyez, là, quand on fait ce type de digital, c'est du bon digital. Parce que c'est un digital qui plaît aux utilisateurs qui sont soit les cheminots qui font la maintenance, mais aussi aux clients. Voilà. Et en plus, ça fait faire des économies significatives. Très souvent, les économies dont on parle, ce n'est pas 2-3%, c'est en général 30-40%. Voilà. C'est ça le monde dans lequel on vit. Maintenant, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi je veux qu'on parle de digital plutôt que de numérique. Parce que je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le mélange entre l'utilisateur et la technologie. Et l'empreinte digitale, alors j'aime bien ça, c'est un petit jeu de mots facile, je suis d'accord, mais l'empreinte digitale, elle incarne ce qu'il y a de mieux de l'utilisateur. Et là, mon clin d'œil à l'iPhone revient. C'est pour ça que je crois que quand on fait du digital, en permanence, il faut se dire qu'est-ce que ça amène à l'utilisateur et qu'est-ce que la technologie permet. Et si on n'oublie pas, il faut toujours avoir ça en tête, toujours. Et après, derrière, évidemment, il faut que ça génère des modèles économiques qui marchent, etc. Mais ça part de ça, utilisateur et techno. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, il faut écouter les clients. Et les clients, leurs évolutions, je vais commencer par eux, je parlerai de la technologie après. Leurs évolutions, elles sont très rapides. Elles sont très rapides. Nos collaborateurs, nos clients, probablement aussi nos sociétaires, utilisent les moyens digitaux qui sont
disponibles partout, et ils les utilisent d'une manière transverse à toutes les industries. Et le taux d'adoption ne cesse d'accélérer. C'est une évidence, mais ça c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur définit un lien très fort entre toutes les industries. L'utilisateur, on est un peu comme dans, malheureusement, un peu les jeux du cirque, hein. Il fait ça ou ça. Quand il prend une application des caisses d'épargne, qui sont très importantes pour lui, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on en a beaucoup, mais surtout les clients, beaucoup de clients qui ont téléchargé cette application, mais ils y vont souvent. Ils y vont en moyenne 5 fois par semaine. Donc il la compare, cette appli. Il la compare à quoi? Il ne la compare pas à une appli forcément d'une autre banque. Ils vont la comparer à ce qu'ils vont sur TripAdvisor, à une application sur les médias. Ça, je ne veux pas toutes les citer. Parce que quand ils sont sur leur iPhone ou sur leur Android, ils ont toutes les applis. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est le même niveau d'innovation et de facilité d'usage, quel que soit le secteur d'activité. Et ça n'est jamais arrivé dans l'industrie. L'utilisateur, il a tout en main. Tout est transparent. Il compare tout. Et il compare tout, y compris notre capacité à lui offrir des services simplement, transparents. Et il ne se dit pas, je parle à une banque, ou je parle d'une assurance, je parle à une société de transport, ou je parle à un opérateur télécom. Tout ça, ça se transforme en des applis sur son téléphone. Voilà, donc ça c'est vraiment un point vraiment très 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 structurant. L'autre point que je voulais vous dire sur l'utilisateur, c'est que l'utilisateur, il est compliqué parce que il est comme il n'est pas forcément cohérent. Il n'est pas forcément pour Uber, mais il utilise Uber. Il n'est pas forcément pour Airbnb, mais il l'utilise. Voilà. Et donc ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très très important que nous fassions des efforts significatifs de formation pour que l'utilisateur comprenne bien ce qu'il y a derrière toutes ces plateformes. Qu'il ne soit pas qu'un simple utilisateur, mais un utilisateur averti. Je pense que c'est fondamental, et ça c'est un rôle probablement que nous devons porter, nous, grandes entreprises, mais aussi l'État. Hein. Je pense que la formation, en particulier des plus jeunes, à ce qui se passe sur les plateformes, c'est très important. Et pas seulement les plus jeunes, les collaborateurs, etc. Il faut comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de recherche, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Google aujourd'hui, quand vous cliquez sur un mot-clé, vous ne le savez pas, mais ça coûte à l'annonceur parfois des euros du clic. Personne ne s'en rend compte. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur les données? Tout ça, c'est important qu'on passe d'un utilisateur tout-puissant à un utilisateur tout-puissant, certes, mais averti. L'autre point sur lequel, peut-être c'est mon passé d'ingénieur qui parle, mais c'est la technologie. Il est très important de maîtriser la technologie. Il est très important que les grandes entreprises de notre pays, mais aussi les grandes entreprises européennes, investissent d'une manière beaucoup plus importante dans la technologie. On ne peut pas être dans un monde où nous subissons systématiquement la technologie qui vient soit de San Francisco, soit de la Chine. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Il faut impérativement que nous investissions collectivement sur la technologie, et les banques ont un rôle très important. Je fais un petit flashback. N'oublions jamais que ce sont les Européens, mais surtout les Français, qui ont inventé la carte à puce. Ça a créé des géants du paiement. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront, les Ingenico et autres. Or, aujourd'hui, on voit bien que la carte, elle a changé de nature. Ça devient une carte plus physique, ça devient une carte qui sont des certificats qui sont sur Internet. Il faut impérativement qu'on réinvente, qu'on aide à se réinventer sur la sécurité, par exemple, pour créer ce type de carte sécurisée du futur. Vous voyez? Donc, on a besoin d'investir sur beaucoup de technologies. On a besoin d'investir sur la sécurité. C'est un sujet absolument clé. C'est un sujet, à mon avis, de souveraineté nationale. Il est très très important que la sécurité, on ne la subisse pas, mais qu'on sache la maîtriser. Il y a beaucoup d'initiatives prises en la matière sont extrêmement encourageantes, mais je crois que c'est un sujet
et je sais que les services de l'État, en particulier l'ANSSI, par exemple, sont très présents. Mais je pense que sur les grandes entreprises, la sensibilité est là. Mais sur les PME, c'est très compliqué. J'intervenais ce matin à la CCI Marseille. Et je voyais bien qu'un certain nombre de petites entreprises se retrouvent fort dépourvues face à toutes ces contraintes de sécurité informatique, qui sont extrêmement complexes. Parce que, manque de chance, les gens qui attaquent les serveurs, c'est pas forcément que des gamins qui veulent faire des petits coups rigolos. C'est une industrie totalement globalisée. Voilà, donc voilà, j'en finis avec la technologie simplement pour vous dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles, mais il est important que, à la fois les grandes entreprises, et je pense en particulier là au groupe BPCE, mais pas seulement, les maîtrisent. Voilà, ça c'est les choses que je voulais vous dire. Peut-être la dernière sur l'environnement, qui me semble très important, c'est que quand on regarde, moi je fais toujours un exercice, et je vous engage à le faire, de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour mieux se projeter pour demain. Regardez ce qui se passait il y a 3-4 ans. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez vous dire, il y a 3-4 ans, on peut se le dire, il y a un certain nombre d'acteurs qui n'existaient pas. Hein. J'en ai abondamment parlé, je ne reviendrai pas sur le domaine du transport, etc., mais même dans le domaine de la banque, hein, il y avait plein d'acteurs qui n'existaient pas. Hein. Les néobanques, on n'en parlait pas vraiment. On parlait des banques en ligne. Les agrégateurs, on n'en parlait pas beaucoup. Ils commencent à exister. Et les nouveaux moyens de paiement qui sont en train d'arriver en masse, on commençait à en parler, mais là, ils sont vraiment en train d'arriver. Donc, ce que je vais dire par là, c'est qu'il faut se dire que ce que nous vivrons dans les 3 ans, ça sera la même amplitude de ce que nous avons vécu depuis 3 ans, mais au carré. Voilà, il faut se dire, ça sera comme ça. Alors, dans ce monde-là, maintenant, comment réagir? Comment réagir? Je vous propose de prendre l'exemple de ce que nous sommes en train de réaliser au sein du groupe BPCE, en particulier pour les caisses d'épargne. La première chose, c'est que il y a une caractéristique de ces grandes transformations qu'il faut vraiment considérer, c'est que c'est important d'être gros. C'est important d'être gros parce que quand vous n'êtes pas gros, vous n'avez pas de plateforme et vous n'avez pas d'économie d'échelle. Hein? On a tendance, en général, on dit que Google, ça pèse 1/3 de l'Internet mondial, à peu près. Vous imaginez. Et puis là, en ce moment, on s'aperçoit que Google est extrêmement challengé par Amazon. Et elle commence à avoir très peur d'Amazon, qui devient lui-même un gros moteur de recherche, mais pas seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que notre objectif, c'est de devenir une entreprise plateforme et de mutualiser le maximum de choses. Ce qui, pour un groupe coopératif et local, est tout à fait logique. La mutualisation, c'est la base de notre ADN. Mutualiser les choses pour être plus fort. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut mutualiser. Alors, comment on mutualise? D'abord, je pense que ce qui est très important, c'est de se dire quand on entreprend une transformation digitale, on ne peut pas la prendre que par un bout. Il faut la prendre par tous les bouts en même temps. Et les bouts, ils sont assez simples. Il faut le faire pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour nos sociétaires. Ça, faut le prendre par les 3 bouts en même temps. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est ne pas oublier une chose fondamentale, c'est que même si on est gros et puissant, on ne pourra pas tout faire tout seul. Donc il faut créer des alliances, et créer des alliances en général, pas uniquement avec des très gros, mais avec tout un écosystème, l'écosystème qui souvent est nos clients, du reste sont nos clients, hein, des entreprises. Mais comment on peut travailler avec toutes ces startups qui sont en train de fleurir partout en France, ce qui du reste est une très grande réussite des 3 dernières années. Hein. Voilà, donc c'est ce premier point. Il faut prendre le sujet, faire un plan très résolu en attaquant toutes ces cibles en parallèle. Ensuite, la deuxième chose, je crois, qu'il faut faire, c'est que de toute façon, ce qu'on a à faire est tellement énorme, il faut prendre le sujet par un bout. Et le prendre par un bout, c'est de se dire, on va faire des projets très, très, très concrets, très pragmatiques, un peu comme si chaque projet était une sorte de start-up interne.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de modéliser ça en se disant, on va se faire des saisons, on va essayer de les borner dans le temps, en disant que ça va durer 6 mois. En fait, 6 mois, c'est pour se donner une ambition de rapidité. Et surtout pour avoir rapidement des choses qui sortent, pour pouvoir les tester. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 mois pour les caisses d'épargne? Eh bien, on peut accéder directement à son application mobile. Et Dieu sait si c'est quelque chose d'absolument clé. Je pense que l'application mobile pour nos clients est quelque chose de clé. Parce que nos clients nous demandent de pouvoir faire les opérations simples d'une manière autonome. Ils nous demandent au contraire de pouvoir faire les opérations complexes qui demandent du conseil avec leurs conseillers. C'est un peu comment j'utilise le mobile pour finalement faire tout ce qui est simple et que j'ai besoin de faire rapidement. Donc on a plein d'idées, donc je veux pouvoir accéder facilement. Maintenant, on peut évidemment on peut rentrer sur notre application avec son empreinte digitale, on peut faire énormément de choses. Mais l'autre point fondamental, c'est de faire le lien avec, systématiquement, dès qu'on fait quelque chose, avec le conseiller. C'est pour ça que il y avait un projet très important de ce qu'on a fait, c'était la prise de rendez-vous, par exemple avec un conseiller depuis l'application mobile, c'est très important. Ça commence à être lancé. Je crois qu'avec Nicole, en Loire-Centre, c'est quelque chose qui a été lancé, qui n'est pas du tout évident du reste, hein, parce que ça veut dire que, vous voyez, là, vous connectez deux mondes qui ne se connectaient pas forcément. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est faire que le client puisse faire le maximum de choses par lui-même, et que quand ça devient compliqué, que ça demande de l'expertise, qu'il puisse automatiquement aller vers le conseiller. La deuxième chose, qui, moi, je crois est très très importante, c'est que le client puisse aussi commander par lui-même un certain nombre de produits simples. Je pense au crédit consommation, qu'il puisse l'acheter de bout en bout. C'est important qu'on soit capable de le faire. On l'a du reste lancé, il se trouve qu'on l'a lancé avec les banques populaires, mais il va être lancé pour les caisses d'épargne dans un peu de temps. C'est-à-dire que le client puisse directement faire un crédit consommation en quelques clics, tout de suite. C'est important qu'on puisse le faire parce que nos compétiteurs, pour ce type de crédit, ne sont pas des banques, ne sont pas des établissements financiers. Ça devient des grands sites de e-commerce. Et le premier d'entre eux, c'est Amazon. Donc il faut qu'on soit dessus. Si on n'y est pas, on va se faire piquer ce marché-là. Ensuite, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire dans des parcours clients. Par exemple, sur le crédit immobilier qui est très important pour nous. Vous savez, on en fait... plus de 20% du crédit immobilier est fait par nos banques et nos caisses en France. En fait, il y a plein de choses qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que, par exemple, et ça sera disponible dans quelques semaines, c'est le fait que nos clients peuvent avoir une proposition engageante directement sur leur mobile, de taux. Bon. Et puis après, l'autre chose très importante, c'est qu'on puisse avoir, dans une relation avec le conseiller, le fait de pouvoir construire son dossier de crédit directement depuis son mobile, en prenant des photos, etc. Alors, ça nous pose plein de problèmes de conformité, etc. Bien sûr, mais les problèmes, ils sont là pour être résolus. Donc voilà, c'est à quoi on s'attelle. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais vous voyez, les projets que nous avons sont très, très nombreux et très importants. Et l'enjeu industriel derrière est très clé. Maintenant, je voudrais parler des collaborateurs, qui est probablement la chose la plus importante, parce que si nos collaborateurs ne sont pas à bord, on a beau faire les applications les meilleures, ça ne sert à rien. Donc on a commencé à faire un certain nombre de choses. Je pense que la formation, c'est très important. Avoir des plateformes de formation, c'est très important. Alors il faut des formations... alors là, encore une fois, le sujet est complexe, parce que la formation, il faut la faire pour, évidemment, ceux qui sont des débutants. Mais il ne faut pas non plus oublier les experts. Je sais que Bruno Goret est là, il est le patron de ITCE, l'informatique des caisses d'épargne. Il est très important que les informaticiens de notre plateforme, eux aussi, montent en gamme sur le digital, montent en gamme sur le développement, sur les nouvelles technologies, sur le big data, sur l'intelligence artificielle, sur tout ça. C'est très très important. Donc c'est pas seulement, et je voudrais insister là-dessus, la formation, ce n'est pas seulement, parce que souvent on le dit, uniquement pour ceux qui commencent et les débutants. C'est aussi pour ceux
dont c'est le métier. Et là-dessus, Dieu sait s'il faut en permanence se mettre à jour. Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est les outils. Hein. Les outils de travail. Chez BPCE, comme dans d'autres grandes entreprises que j'ai pu connaître, et puis d'autres entreprises avec lesquelles j'ai l'occasion d'échanger, on est probablement en retard pour les outils des collaborateurs. Nos collaborateurs ont souvent des outils meilleurs à la maison dans leur vie personnelle que ceux qu'ils ont quand ils sont dans l'entreprise. Il y a plein d'explications, hein. La sécurité, la complexité des systèmes, etc. Mais là-dessus, on est en train aussi d'évoluer, et en particulier ouvrir des réseaux sociaux entre les collaborateurs, etc. Le dernier point sont les sociétaires. C'est un sujet qu'on n'a pas forcément, à ce stade, complètement regardé, mais il faut le regarder, je pense, en regardant comment on peut utiliser mieux les réseaux sociaux pour qu'ils soient la caisse de résonance de ce que tout le monde pense. Voilà. Et je crois que c'est un projet qu'il va falloir qu'on ouvre. Je ne sais pas comment il faut le faire. En tout cas, moi, je sais que je peux mettre des technologies à disposition, on peut mettre des expertises à disposition. Et puis après, c'est avec les fédérations en particulier qu'on pourra le travailler. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Voilà, ça fait des trucs qu'on a en tête. Le tout dernier point de mon exposé, c'est celui sur l'ouverture et sur la manière dont on peut travailler avec l'écosystème qui nous environne. Alors, déjà, je pense qu'il y a un premier point. Vous savez, souvent, je vous avoue que parfois ça m'agace un peu, on réduit ce sujet à dire on se fait un hackathon, etc., on fait un incubateur, on fait tout ça. Bon. Ce temps-là, c'est un peu les bonnes intentions, voilà, c'est des gens sympas, ils sont en jean, etc. Non. Le sujet est beaucoup plus important, et beaucoup plus important. Nous sommes en train de parler de notre industrie de demain. Très très sérieusement, c'est ça qu'on est en train de faire. Et le nombre d'initiatives que nous voyons, en particulier depuis quelques années, hein, il y a un certain nombre de licornes. Vous savez, les licornes, ce sont les boîtes qui se sont créées, qui ont atteint une valorisation de 1 milliard. On commence à avoir des licornes en France. Il y en a une que je connais très très bien, moi c'est une licorne sur l'Internet des objets qui s'appelle Sigfox, qui est basée à Toulouse. Et Ludovic Lemoine est un type extraordinaire, qui reste en France, hein, même s'il déploie un réseau mondial d'Internet des objets, partout. Et comme rien ne l'arrête, il se dit je pourrais bien aussi aller sur la Lune, voir. Mais parce qu'il a raison, il y va. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important que les grandes entreprises travaillent avec les petites entreprises en création d'une manière différente. Là-dessus, moi je trouve, quand je regarde ce que font les caisses d'épargne, que les initiatives locales me semblent vraiment, vraiment très intéressantes. Après, la question, c'est comment on passe à l'échelle. Comment on commence à travailler, comment on utilise les solutions qui sont fournies par telle ou telle start-up, comment on arrive à les intégrer chez nous, voir comment on les aide à faire plus de business, parce que ces gens-là veulent faire plus de business. Voilà, et ça, là-dessus, je pense que nous, on a une responsabilité très forte. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, à titre personnel, quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe BPCE, une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai dit oui, que je n'avais pas prévu initialement, c'est parce que, je suis français, même si j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes et beaucoup travaillé à l'international, et moi, c'est important pour moi. Et puis, deuxièmement, moi, j'aime bien que le travail que j'ai la chance de faire ait une utilité sociétale. Et quand on parle à ce groupe, eh bien, globalement, ce qu'il y a systématiquement en tête va au-delà du groupe. C'est comment on apporte quelque chose à nos territoires qui est différent. Si on est capable, nous, d'avoir une stratégie digitale au service du déploiement d'expertise digitale, qui sont quand même l'industrie, qu'on le veuille ou pas, de demain, je pense qu'on fera quelque chose d'utile. Et pour le faire, il faut des méthodes. Il faut des outils. On est en train de le faire. Par exemple, chez BPCE, avec les caisses d'épargne, on a ouvert plein de jeux de data. Alors, ouvrir des jeux de data, c'est quoi? D'abord, l'ouverture des jeux de data, c'est de dire, ça s'appelle l'open data. On a été la première banque à le faire, hein, au passage. Ça veut dire que nos data publiques, on les publie dans un format standard. Il y a par exemple la localisation et le nom de nos agences.
Bon, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont en train de commencer, des startups qui sont en train de les utiliser pour faire des trucs pas mal sur l'accessibilité. En récupérant nos datas, il y a des gens qui font des choses que nous, on n'aurait pas forcément eu l'idée de faire. On va aussi ouvrir, dans les semaines qui viennent, ce qu'on appelle des interfaces informatiques, qui s'appellent des API. Les API, c'est très important dans le jargon digital. Et nous, on vous pense que peut-être certains de nos produits, on pourra les distribuer via des API. Et des développeurs les utiliseront. Voilà, donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on est en train de faire. Et puis, on a fait une dernière chose, parce que ce qui est bien, c'est bien de faire des déclarations, c'est mieux aussi d'apporter des preuves. Hein. C'est quand même bien qu'on soit irréprochable dans notre manière de travailler avec les startups. Nous, Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Donc, on a fait quelque chose qui s'appelle le Startup Pass, qui permet, on s'engage à ce que sur l'ensemble des achats que nous faisons, qui sont très significatifs, systématiquement, d'ici 2020, on ait challengé tous nos achats par des solutions innovantes venant en général de start-up. On a commencé là, très concrètement, à voir comment on pouvait utiliser l'Internet des objets pour améliorer les coûts de fonctionnement de nos agences bancaires, en particulier sur la consommation énergétique ou des choses comme ça. Voilà, c'est des choses très concrètes. Et puis, il y aura beaucoup de choses sur la data, je pense. Il y a beaucoup de choses à faire sur la data. Je n'ai pas forcément le temps de vous en parler, mais la data, il y a un sujet absolument clé derrière la data, qui est un sujet qui va au-delà du système bancaire, qui est un sujet de société, qui est que, globalement, vous savez, il va y avoir un règlement européen très important qui va s'appliquer en 2018. C'est le règlement sur les données personnelles. Je voudrais finir là-dessus. Ce règlement sur les données personnelles, il dit une chose fondamentale. Il dit que les données appartiennent aux clients. Les données appartiennent aux individus. C'est très différent, c'est une vision très différente de ce que peuvent avoir par exemple les Américains, qui considèrent que les données, vous n'avez rien à cacher, elles sont comme elles sont, et les gens peuvent les monétiser comme ils veulent. Nous, je pense qu'en Europe, et sous l'impulsion de l'Allemagne et de la France, ce sujet-là, il est très important. C'est un gap culturel très fort. Donc, si les données appartiennent à nos clients, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que nous, en tant que banque, et Dieu sait si les données que les clients nous demandent de garder sont importantes pour eux. Et donc, on a un sujet assez compliqué à traiter, qui est comment on garantit le fait que nos données, les données que les clients nous donnent, elles soient bien sauvegardées, bien protégées. Et en même temps, on a non pas un règlement, mais une directive européenne sur l'ouverture des datas, qui viennent évidemment de deux administrations différentes. Donc là, on est un peu embêté, parce qu'en fait, on a un peu une injonction contradictoire qui est vous avez les données de vos clients, il faut que vous les protégiez, et en même temps, on nous dit, mais il faut que vous les ouvriez à des tiers. Donc le sujet est complexe. Le sujet est complexe, donc ça fait partie des grands enjeux que nous, pas seulement BPCE, mais tout le secteur bancaire européen a. C'est-à-dire comment on est capable de s'ouvrir, parce que c'est très important, tout en gardant les données de nos clients extrêmement protégées et en étant sûr que la manière dont ça soit manipulé soit conforme vraiment à ce règlement sur les données, qui est un règlement fondateur et qui aura, je pense, un impact très, très significatif sur notre industrie. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans un jeu de questions-réponses. J'espère que je n'ai pas trop mangé le temps, j'espère que je suis dans les temps. Voilà, en tout cas, merci de votre attention.